Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis super contente car je reçois une créatrice de contenu où c'est Fannyfique qui m'avait poussé son compte et depuis je la suis avec grand intérêt. Je la trouve incroyable. C'est un petit rayon de soleil sur Instagram, comme d'autres créatrices de contenu que j'ai pu recevoir ici. Donc c'est un vrai honneur d'échanger avec toi, Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour et merci beaucoup pour cette très chouette présentation. Oh, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Tu fais vraiment du bien à Instagram, un peu comme je trouve Fannyfique et toute cette mouvance-là autour de la créativité. Toi, tu parles principalement des livres, mais tu fais aussi plein d'autres contenus hyper intéressants. Donc, je trouve ça trop chouette de te suivre. Donc, merci déjà pour tout ce que tu fais. Et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Audrey, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs auditrices qui ne te connaîtraient pas encore ? Oui, donc je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, je suis plus connue sous le pseudo Le Souffle des mots et ça fait 11 ans que ce pseudo existe parce que du coup je suis créatrice de contenu depuis 11 ans, mais en vérité ce terme est beaucoup plus récent. À la base j'étais blogueuse littéraire, youtubeuse littéraire, booktubeuse, bookstagrammeuse, plein de titres différents et c'est ma seule activité professionnelle depuis maintenant 4 ans. Trop chouette. Et donc voilà, c'est mon métier, c'est mon quotidien. Je parle de livres et je parle de mes lectures sur les réseaux sociaux et ça me plaît beaucoup. C'est trop bien, c'est trop chouette. Et puis c'est trop bien de voir des personnes un peu nichées comme toi dans le livre, avoir une jolie communauté comme ça. Enfin, tu vois, je trouve que c'est trop bien parce que on pourrait croire que, enfin moi, on entend depuis des années que le livre n'a plus d'avenir. Enfin, tu vois, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir du livre, et je trouve que t'en es la preuve qu'on s'intéresse encore au livre et que ça a encore un bel avenir devant lui, quoi. Ah oui, complètement. Le livre n'est pas du tout perdu. Non, je suis bien d'accord. Il n'y a pas à s'inquiéter et les jeunes lisent encore, puisque moi, je suis majoritairement suivie par des jeunes. Ouais, trop bien. Littérature young adulte. Donc, je sais que les jeunes lisent encore et je fais aussi beaucoup de déplacements dans des collèges, dans des médiathèques, dans des lycées. Donc, je rencontre les jeunes. Alors oui, il y en a qui lisent pas, mais comme à mon époque, et je pense comme à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Donc, voilà. C'est clair. Non, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Et go chez votre petit libraire du coin, parce que ça aussi, ça fait toute la différence pour faire vivre le livre. Très important d'aller en librairie indépendante. J'aime trop, moi, les petites librairies. Il y en a une que je fréquente à Lyon qui est trop chouette, où la personne qui tient la librairie met des petits mots un peu partout sur les livres qu'elle a aimés, et je trouve ça trop bien parce que ça aide vachement à choisir un livre. C'est laquelle, la librairie ? Moi, j'ai mangé le nom, je pourrais le mettre en description. C'est une hyper grande librairie à côté d'une jolie église, mais je t'enverrai le nom, mais elle est très chouette. Ça me dit rien comme ça, mais... J'avais fait une vidéo sur des librairies à Lyon, donc du coup... trop chouette, peut-être que tu la connais, donc je partagerai le nom parce que c'est une super chouette librairie. Écoute Audrey, on est parti pour notre heure de discussion autour de la gentillesse. Je vais te poser la première question de ce podcast. Pour toi, ça veut dire quoi la gentillesse ? Comment tu la définirais et comment ça s'incarne dans ton quotidien ? Alors, pour moi, la gentillesse, déjà c'est une qualité principale chez quelqu'un, à mes yeux. La gentillesse, comment dire, j'ai plus le bon mot, attends. Vas-y, pas de problème. Ça se définit, c'était mon mot, hein, vraiment, je suis fatiguée, je crois. La chaleur, ça a fait fondre tous mes neurones. Donc la gentillesse, ça se définit pour moi par des actes, mais aussi par des pensées, parce que je pense qu'on peut faire des actions gentilles sans être profondément gentil. Intéressant. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont profondément gentilles sur Terre. C'est-à-dire que si je faisais un top, genre je sais que par exemple je suis une personne gentille, mais je pense pas que je suis quelqu'un de profondément gentil.
et je connais des gens qui sont profondément gentils. Et là, je vois un peu la différence. Parce que pour moi, la gentillesse, c'est très important, mais il faut pas qu'on se fasse marcher dessus non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens gentils qui se font avoir beaucoup parce qu'ils sont trop gentils. Mais en même temps, très belle qualité. Donc je suis un petit peu tiraillée. Je sais pas sur quel pied danser avec la gentillesse, mais c'est primordial bien sûr. Hein. Ouais, je comprends. Mais c'est de toute façon, c'est tout le débat dans ce podcast-là qu'on ouvre, c'est que moi vraiment le postulat de base quand j'ai créé ce podcast, c'était j'en avais un peu marre que quand on parle de gentillesse, on pense tout de suite à la faiblesse de quelqu'un, que on puisse l'exploiter, qu'on voit une faille en fait de la personne parce que comme elle est gentille, on va pouvoir en abuser. Et donc j'en avais un peu marre que cette qualité que je trouve aussi super jolie soit trimballe autant de casseroles. Et donc je me suis dit merde, c'est con quand même. Et donc j'ai envie de parler avec des personnes gentilles mais qui ne se font pas forcément marcher dessus et voir avec elles comment elles ont fait au fil des années. Ça n'a pas toujours été facile, hein, spoiler alerte, quand on est gentil, on se fait souvent marcher dessus au début et après on arrive à trouver comment un petit peu se faire respecter, mettre des limites. Toi justement, comment ça s'est articulé comme ça dans ton enfance, dans ton adolescence, parce que tu te catégorises, tu l'as dit que tu es quelqu'un de gentil, mais déjà qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour te dire je suis gentil, tu vois, comment les autres aussi te le font transparaître, cette gentillesse là? C'est hyper complexe. En fait, dans ma conception actuelle de mon enfance, j'arrive pas à savoir si j'étais gentille quand j'étais enfant, par exemple. C'est un truc bizarre. Après, je pense que j'ai pas un regard hyper positif sur moi petite, alors que je pense que j'étais pas si monstrueuse. Mais tu sais, j'ai tendance à plus retenir les trucs négatifs de quand j'étais petite ou autre, donc c'est un peu dur d'avoir une bonne image et donc de me voir gentille. Alors que je sais que j'étais gentille parce que là, si j'y réfléchis, bah tu vois, j'avais une petite sœur et je prenais toujours sa défense, j'allais toujours mais ça m'empêchait pas d'être hyper relou et peste avec elle quand même. Ouais, mais ça c'est le rôle des sœurs. Bah ouais, apparemment. Mais voilà, l'équilibre est un peu complexe. Enfin, ouais. c'est dur de savoir à quel point t'es gentil ou pas. Donc, j'étais gentille, mais pas que, je pense. Alors qu'en grandissant, j'estime maintenant être une personne gentille. Parce que je suis quelqu'un qui est très dévoué aux autres, mais je trouve ça très positif, tu vois. Mais là, on va genre direct, je vais partir d'un postulat, c'est que je sais même pas si ça va dans la discussion ou autre. Enfin, tu vas voir. Si, vas-y. Mais tu vois, pour moi, c'est hyper important d'être là pour les autres. Et du coup, pour moi, la définition d'une amitié, c'est il faut être gentil l'un avec l'autre. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui pensent trop à eux avant de penser aux autres. Même si je suis d'accord, il faut penser à soi. Mais comme tu l'as dit, on peut se faire marcher sur les pieds dans la vie et tout. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en mode ma santé mentale avant tout, blablabla. Je suis d'accord, 100% d'accord. Pour avoir vécu plein de trucs niveau santé mentale, je sais comment ça marche. Mais j'estime que moi, ma santé mentale ne peut aller bien que si je suis gentille avec les gens que j'aime et que eux aussi sont gentils avec moi. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se préoccupent que d'eux parce que pour moi, ça finit par devenir de l'égoïsme et du coup, c'est pas de la gentillesse. Et du coup, voilà. Enfin, c'est un peu complexe comme manière de penser. Mais du coup, oui, je voulais le dire direct parce que je pense que c'est une notion hyper intéressante. Et pour moi, la gentillesse, ça fait partie de tout ça quand même, en fait. Être gentil avec soi-même aussi, hein, au final. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est pas le truc qu'on pense en premier quand on parle de gentillesse, et c'est de plus en plus maintenant quand je demande la définition de la gentillesse à mes invités qui me parlent justement d'être gentil avec soi, et que ça passe aussi beaucoup par ça, le fait de pouvoir donner sa gentillesse aux autres, c'est aussi de se l'appliquer à soi-même. Et c'est pas toujours facile, mine de rien. Mais en tout cas, hyper intéressant tout le cheminement que tu as fait de penser, ce qu'on voit que tu y as réfléchi aussi. Et justement, qu'est-ce que tu vas chercher aujourd'hui chez l'autre comme qualité première? Comment tu fais pour t'entourer? Parce que ce qu'on comprend, c'est que tu cherches des relations équilibrées. Et en fait, je pense que c'est tout ce qu'on cherche aussi dans l'amitié. Et du coup, il y en a qui se préoccuperont moins de gens qui se mettent plus en avant et tu vois, qui trouveront ça normal. Alors que toi, j'ai l'impression que la notion d'altruisme, tu vas aussi la chercher chez l'autre, quoi. Oui. La gentillesse, c'est clairement une qualité primordiale pour moi chez les gens. Ouais. Après, ouais, faut que ce soit des gens qui, en fait, je suis pas du tout dans cette logique du donnant-donnant, parce que jamais de ma vie je vais me dire je donne. Enfin, bien sûr, il y a les proverbes, tu donnes, tu reçois, plus tu donnes, plus tu reçois, et quand tu reçois, tu donnes, comme dirait Léna Situation, par exemple. Mais moi, j'estime qu'il y a pas de donnant-donnant, c'est-à-dire que je peux donner beaucoup, si on me rend pas tant, c'est pas grave, parce que je calcule pas. Mais par contre, il y a un moment où il faut que ce soit équilibré. Donc, comme tu dis, la notion d'équilibre, je pense que c'est ce que je recherche dans toutes mes relations. Et du coup, moi, la première, si je vois que quelqu'un donne beaucoup pour moi, bah, je vais essayer d'équilibrer la balance parce que je veux pas non plus que la personne se sente lésée au bout d'un moment. Ça peut arriver parfois.
Donc ouais, c'est quelque chose que je cherche beaucoup chez les gens et que j'admire chez les gens. Parce que tu vois, c'est ce que je te disais. Pour moi, la gentillesse, c'est vraiment une qualité première. Par exemple, quand je me suis mariée, que j'ai fait mon discours de mariage, mon chéri, il était en mode, mais enfin, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, mais de toute façon, je suis sûre que dans le discours, tu vas dire que je suis gentille, mais c'est pas enfin, tu sais, c'est pas un truc fou, tu vois. Genre, en mode, moi, il y a rien à dire sur moi. Je lui ai dit, mais je pense que tu te rends pas compte que pour moi, la gentillesse, c'est un des trucs les plus importants que tu peux dire, enfin que je peux dire sur toi, parce que ça définit tout le reste. Enfin, genre si t'étais pas autant gentil, bah je t'aimerais pas autant. En tout cas, et en fait pour moi c'est hyper important, tu vois. Alors que lui, il avait l'impression que bah moi il y avait 20 000 trucs à dire sur moi parce que je suis entrepreneuse, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui suis extravertie, où on me voit et tout. Lui, il est moins comme ça, mais ça n'empêche pas que bah cette gentillesse là, elle est, enfin c'est le numéro 1 quoi. Ouais, genre moi il y a des gens vraiment dans ma vie, je connais très peu de gens profondément gentils comme je te l'ai dit. Mes potes profondément gentils, je leur dis toujours et du coup on rigole, je dis que j'ai un petit top des gens profondément gentils, tu vois. J'adore. Vraiment en vrai j'ai un seul pote qui est dans ce classement, je crois. Pas grave. Et bon, mon amoureux, mais lui je le connais trop et je sais qu'il est comme moi, on a nos parts de vice bien sûr, mais ouais, bien mais sûr. voilà, c'est rigolo, tu vois, les gens profondément gentils où tu te dis ces personnes-là elles sont incroyables, elles sont tellement bienveillantes tout le temps, mais j'adore moi vraiment. Mais en même temps, voilà, je suis pas... Comme j'aime pas trop le conflit, je pense que les gens très gentils, c'est cool. C'est pratique quand on n'aime pas le conflit. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, on s'entoure aussi de gens qui nous ressemblent. Et moi, je suis comme toi, la gestion du conflit, bah, je le gère pas du tout. C'est même pas une gestion à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que le conflit, c'est quelque chose, moi, qui me gâche la vie. Donc, je pense qu'au fil de l'eau... C'est rigolo que tu dises, je ne le gère pas du tout, le conflit. Parce que pour moi... Genre, c'est pas qu'on le gère pas, c'est juste que ça n'a pas d'utilité, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais il y en a qui vivent... Ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Mais moi non plus. Moi non plus. Les gens qui sont dans des relations amoureuses où faut genre toujours que ça, qu'il y ait des hauts et des bas et tout, mais genre, tu sais, c'est volontaire. Genre, c'est pas des hauts et des bas de la vie, c'est des hauts et des bas de, faut se fight. Je comprends pas, enfin. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu vois, quand tu dis je sais pas le gérer, je pense que pour moi, ça dépend du contexte. Tu vois, si c'est un conflit qui est nécessaire, peut-être que tu sauras le gérer. Mais si c'est un conflit inutile... Ouais, c'est clair, je trouve aussi, enfin, je suis vraiment d'accord avec toi sur le côté perte de temps et perte d'énergie. Enfin, pour l'avoir vécu, tu vois, au collège, au lycée, avec des prises de bec inutiles, tu vois, je trouve que ça rend tellement malheureux. Et moi, en plus, quand je suis dans un conflit, je pleure. Donc, il y a un côté où, tu sais, ça te draine toute ton énergie. Et en plus, selon qui t'as en face de toi, le côté pleurs peut être exploité en mode, tu sais, ça te minimise un peu tout. Enfin, je sais pas, il y a un côté où ça te victimise encore plus. Donc ouais, c'est pas facile, mais comment t'as fait toi au fil des années? Est-ce qu'il y a des gens avec qui c'était moins aligné et que t'as dû un peu te séparer d'eux? Enfin, tu vois, que ce soit en amitié, en amour, en professionnel, quand tu vois que c'est déséquilibré, comment tu gères la situation? Ben, moi, quand ça se déséquilibre, je crois que les choses se font ensuite petit à petit naturellement. Ça dépend des personnes. Quand il y a des personnes qui ont beaucoup de caractère comme moi et que du coup ça marche plus, parce que j'ai beaucoup de caractère, mais par contre, je pense que j'ai de l'ego, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je saurais vraiment le mettre de côté pour quelqu'un. Par exemple, tu vois, quand j'étais, attends, je pars loin, mais vas-y. Quand j'étais plus jeune, je savais pas m'excuser. Et en grandissant avec mon amoureux, du coup, il m'a appris à m'excuser. Donc maintenant, je peux m'excuser quand il y a des disputes ou autres. Pour moi, c'est plus du tout une faiblesse, comme on disait, tu vois, trop bien. Des fois, la gentillesse peut être vue comme une faiblesse et tout. Pour moi, s'excuser, c'est au contraire beaucoup d'intelligence. Et ne pas réussir à le faire, c'était vraiment limite un handicap pour moi, tu vois. Enfin, c'était bizarre de pas réussir à s'excuser alors que... Et donc, j'ai appris à m'excuser et maintenant, je le fais sans problème. Donc, c'est vrai que pour moi, quand il y a des disputes ou des conflits avec des personnes ou un déséquilibre, ça finit forcément par arriver un peu en conflit. J'ai rarement... mais je pense que ça, c'est mon côté où, tu vois, je peux pas avoir une amitié ou une relation se finir sans que ce soit expliqué. Du coup, je vais forcément avoir besoin d'expliquer à la personne pourquoi je ne peux plus la supporter, par exemple. Donc, du coup, ça part souvent en conflit parce qu'en général, bah, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou autres. Ou alors, il y a des choses qui m'énervent et je suis obligée de le dire. Et donc ouais, en général, moi, ça se finit quand même toujours en conflit. Mais après, c'est quand même rare. Et j'ai vraiment beaucoup fait il y a eu des amitiés où voilà, ça s'est juste effiloché, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que maintenant, je suis vraiment entourée de personnes avec qui je ne m'embrouille jamais. Et pourtant, j'ai énormément d'amis. Enfin, genre, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup d'amis.
enfin voilà, on s'est marié avec mon amoureux, nos amis, ça représentait un nombre d'invités incroyable et vraiment c'est hyper important pour nous. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai plein d'amis, mais tout se passe toujours bien, quoi. Il y a pas de prise de tête, il y a pas de problème. Et donc pour moi, c'est cet équilibre-là qui me convient. Comme on le disait, il y a des gens qui ont besoin de conflits et tout pour se sentir vivre. Moi, non, je me sens bien sans conflit, sans rien. Au contraire, tu les fuis et ça te va bien. Ouais, exactement, le calme et l'écoute. Oui, je suis vraiment d'accord, mais c'est pas facile, mine de rien, dans notre vie de jeune adulte, après de gérer ça, parce que moi, par exemple, tu vois, j'avais un groupe de potes où on avait grandi un peu ensemble, et après, tu sais, tu prends un peu des voies un peu différentes, et du coup, tu te vois grandir et tu te ressembles plus trop, il y a plus d'atomes crochus, et tu sais, c'est ce genre d'amitié-là où c'est difficile, je trouve, de s'en sortir, et il faut, entre guillemets, je trouve, moi je le vis un peu comme une rupture amoureuse, tu vois, des fois il y a des amitiés qui fonctionnent plus et il faut le dire et il faut en parler, et tu vois, t'as raison hein, d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi la première, hein, qui peut ghoster ou faire l'autruche, ou tu vois, laisser mourir le truc, et je trouve qu'il y a toujours un truc un peu frustrant de pas avoir eu d'explication avec la personne, ah, oui. Mais c'est pas facile, mine de rien, de verbaliser ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti, tu sais, ça fait... On n'a pas trop envie de savoir ce que l'autre va répondre, quoi. Exactement, c'est plus facile de pas le dire. Si on s'entend plus, c'est bien que de l'autre côté aussi, il y a des trucs qui vont pas. C'est clair. C'est difficile, je pense, parce que t'as raison. Des fois, les gens sont juste plus faits pour s'entendre, non plus le même rythme de vie, les mêmes centres d'intérêt et tout. Donc, quand t'as plus rien à te partager, c'est un peu compliqué, quoi. Bah ouais, c'est clair. Donc, c'est principalement du partage, donc. Ouais, et puis j'en parlais récemment avec une invitée, justement, que l'amitié, parfois il faudrait plus la cultiver même qu'un amour, parce qu'un amour, on le vit plus au quotidien, je trouve. Enfin, tu vois, quand tu vis avec la personne, ton ou ta partenaire, tu l'as plus souvent, tu suis plus ses sentiments, sa gestion d'émotions, enfin il y a plus de partage, alors qu'une amitié, je trouve que ça peut plus vite partir un peu dans l'oubli, parce que on prend pas forcément de nouvelles de la personne et tout. Toi, comment t'entretiens aujourd'hui tes amitiés avec ton travail, ta vie de couple? Enfin, tu vois, on peut vite tomber dans le, tu vois, la tête dans le guidon et plus voir le reste, quoi. Ouais, moi je suis quand même très alors je suis pas forcément trop téléphone, je préfère voir mes amis, sauf certains ou certaines. Moi, il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de mes meilleurs amis sur internet, mais il y a 15 ans, enfin genre trop bien. Quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. Et là, j'en ai 26, j'en ai 27. Donc, du coup, j'ai pas mal d'amitiés qui datent d'il y a 10, 12 ans. Et vraiment, moi, par exemple, à mon mariage, dans nos témoins, demoiselles, demoiselles d'honneur et tout, genre, il y en a plus de la moitié, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur Internet. Ah, trop chouette. Qui sont devenues des amis pour la vie, quoi. Et donc, que j'ai rencontré sur des forums de filles quand j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai créé mon blog littéraire. Là, je me suis fait plein d'amis autour de la lecture. Et tout ce noyau-là est resté. Et en fait, c'est des amitiés qui, du coup, ont commencé à distance. Et en fait, peut-être que c'est une de nos forces dans ces amitiés-là. C'est que déjà, on s'est aimé sans se connaître vraiment, je pense. Ouais, c'est vrai. Et en plus, on a grandi ensemble, ça aide beaucoup, je pense. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis que j'ai rencontrés dans mes études supérieures et que j'adore voir aussi. Et du coup, le lien, il est pas quotidien, mais on va s'envoyer des messages pour les occasions et on va souvent se dire on sort, on va se voir et tout. Pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'habite du coup en banlieue parisienne. La plupart de mes amis sont par là. Et du coup, ça me permet quand même de voir souvent mes amis. Donc, c'est tout le temps faire des verres, faire des apéros. Quand on a quitté les travails, on télétravaille ensemble ou autre. On essaie de se voir beaucoup, quoi. Et mes amis qui ont déménagé, du coup, on se voit finalement différemment, parce que quand tes potes déménagent, tu les vois plus pareil. Tu les vois pour un week-end, tu dors chez eux, ils dorment chez toi. C'est pas le même lien qui se fait. Et j'aime aussi beaucoup. Et du coup, on se fait des week-ends. On fait en sorte de toujours quand même se voir grand maximum. Pas plus de 3 mois sans se voir, je pense. Ouais, c'est bien. Donc du coup, ça va, c'est équilibré. Enfin, après, je vois beaucoup mes amis. C'est-à-dire que je sors ça prend une grande place dans ta vie. Pas mal de soirs par semaine pour faire des verres, des restos, des sorties, aller chez l'un, aller chez l'autre. Mais oui. Et c'est chouette parce que j'ai pas mal de groupes d'amis aussi, donc on peut se voir tous en même temps et c'est plus pratique. C'est trop chouette. Pouvoir prendre des nouvelles de tout le monde.
Ouais, carrément. Puis c'est bien, c'est ça aussi qui cultive l'amitié un peu plus dans le quotidien, même si on vit pas avec eux et tout. Mais c'est vrai que c'est important de prendre du temps pour ses amis. Et dans ta vie très chargée, est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, à t'arrêter parfois, à justement faire des petites pauses quand tu sens que t'en as besoin? Oui, ça va. Ben, en fait, comme déjà mon métier, c'est dans mon métier il y a la lecture qui est nécessaire, donc du coup l'avantage c'est que la lecture c'est quand même une vraie activité de pause, je trouve, qui fait du bien, qui Ouais, détend. carrément. C'est vraiment un moment pour soi. Après moi enfin déjà le fait que je télétravaille, que je travaille pour moi-même, donc que je travaille de chez moi, fait que bah tu peux déjà goupiller tes journées comme t'en as envie. Alors ça m'empêche pas de travailler beaucoup bien sûr, mais s'il y a des moments où tu dois t'accorder une pause, tu vois, si un jour je dois faire une sieste, bah je vais m'écouter et faire ma sieste sans problème, parce que bah je pense que enfin, le concept de la sieste est incroyable parce que vraiment, des fois, tu vas essayer de travailler pendant 3 heures sans y arriver tellement t'es épuisé. Tu fais ta sieste de 20 minutes et les 20 minutes t'en suffit et quand tu te réveilles, t'as une nouvelle journée, quoi. Ouais, je suis Et d'accord. vraiment, je me suis toujours dit, mais c'est fou que la sieste soit pas plus démocratisée. Bien sûr, on aime ou pas, hein. Quand j'étais petite, jamais je faisais la sieste. Jamais. Et finalement, en grandissant, bah voilà. Moi, j'étais l'enfant relou à l'école où on me mettait dans une salle en mode, bon, allez. T'étais la seule à pas dormir. Exactement. Donc vraiment, la sieste, c'était pas mon truc. Mais là, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point c'était agréable. Et surtout, bah, que ça pouvait, que ça permettait d'avoir une deuxième énergie, en fait. Et que c'était bien plus rentable de faire 20 minutes de sieste et 2 heures de boulot intense que 3 heures de boulot inutile parce qu'on n'y arrive pas. Clairement. Donc vraiment, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, prendre du temps pour soi. Du coup, je fais toujours attention à prendre du temps pour moi. Il y a des fois où je sais que je sors trop, que je vois trop de monde et tout, mais en même temps, c'est ce que je te disais. Moi, vraiment, mon bien-être passe par les autres, en fait. Donc, prendre du temps pour moi, c'est aussi prendre le temps de voir mes amis et du coup de déconnecter du quotidien, de pas être sur mon téléphone. Parce que voilà, quand je vais boire un verre ou manger avec mes copains-copines, ben, je suis pas sur mon portable, je passe un bon moment, je prends des nouvelles et ça, je trouve que, enfin, moi, je pense que vraiment mon bien-être dépend de ça. Ouais, c'est trop chouette. Tu vois, mon temps pour moi, c'est quand même mon temps pour les autres, quand même. Là, c'est trop bien. Si je passe 3 jours toute seule, au bout d'un moment, je vais être pas bien, en fait, d'être tout le temps toute seule. J'ai besoin d'avoir du temps avec les autres pour profiter. Ouais, bah ça c'est vraiment dans des caractères très différents. Il y en a qui ont besoin de leur bulle, tu vois, à eux, de leur temps, de leur espace et tout ça. Et du coup, c'est cool que tu l'aies analysé, que toi, ton bien-être passait aussi par le fait de passer du temps avec les autres. Parce que si ça, on se le dit jamais, tu vois, comme tu dis, tu peux rester 3-4 jours et te dire, mince, je suis pas bien et je comprends pas pourquoi. Et en fait, si, maintenant tu sais que si tu vois pas tes amis assez fréquemment et tout, bah ça te rend malheureuse. Donc c'est bien aussi d'apprendre à se connaître, je trouve. Ah oui, bah après avec le métier que je fais, je pense que c'est d'autant plus important et qu'en plus on le sait, enfin, on sait que avec ce métier-là, on doit sortir voir du monde parce que sinon c'est un métier hyper solitaire, sinon t'es tout le temps seul chez toi. Bien sûr, t'as des rendez-vous, des déj, des mails, mais c'est pas pareil. Et du coup, voilà, faut un peu cultiver ce quotidien de travailleur, de travailleuse pour pouvoir pas se sentir trop seule. Et puis après, pour le coup, je suis quand même, en fait, c'est là où c'est encore la notion d'équilibre, c'est que j'aime beaucoup voir du monde, mais par contre, si tu me mets une semaine avec mes potes quelque part, au bout d'un moment, je vais en avoir marre, je le sais. Ouais. Faut que j'ai des petits moments de solitude quand même. Mais c'est un vrai équilibre, mais tu vois, c'est pas 3 jours, c'est plus si je suis une semaine avec mes copains, il y a pas de problème, mais il faut que j'ai mes moments où je lis tranquille ou mais avec mes amis, on est tous beaucoup comme ça, du coup. Je pense qu'on le sait. Donc, quand on est en week-end, bah, on sait qu'il y a des moments où, tu vois, si pendant 1 heure, tout le monde est sur son portable, bah, je vais pas faire la relou en mode, on fait des trucs ensemble. Genre, je me dis, bon, bah, c'est le moment où tout le monde a besoin de sa bulle de solitude, tu vois. C'est le temps calme. Ouais, je vois tout à fait. Calme, exactement. La sieste, finalement. C'est ça, exactement. Et c'est cool d'assumer ça parce que je trouve qu'avant, on le faisait peut-être moins. Tu vois, moi, des fois, je me forçais à voir des gens pendant genre une semaine et au bout d'un moment, t'en peux plus, limite de la personne avec qui tu passes beaucoup trop de temps et tout. Et du coup, moi, c'est des trucs, je suis partie avec mes 2 meilleures amies il y a 2 ans en vacances. On est partis au Canada, donc c'était un gros voyage et on était H24 toutes les 3. Et il y a des matinées entières où moi, je prenais mon ordi, j'allais bosser dans un café, j'avais une amie qui allait faire du shopping. Enfin, tu vois, on se l'est dit que genre demain, on a besoin d'un temps solo chacune. Et en fait, le fait de se le dire, mal, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un truc, je trouve qu'on se le dit pas assez, notamment peut-être en famille où c'est peut-être un peu moins induit que c'est ok de passer du temps tout seul et tout. Mais je trouve des fois juste de le verbaliser, de dire bah écoute, ça te dérange pas, je vais passer une petite heure toute seule et tout. Et en face, les gens, ça va les soulager aussi et on va se le dire. Et je trouve que c'est des trucs qu'on se le dit pas assez, qu'on a besoin de ces temps-là.
Mais tu sais que moi, des fois, je suis un peu extrême dans ces moments-là parce que quand quelqu'un a besoin de ce moment-là, mais que moi, je suis pas dans ce mood, ça m'énerve un peu des fois. Ah, je Je suis en comprends, mode, ouais. bah non, enfin là, on est ensemble, on profite. Et en même temps, pour le coup, quand c'est moi qui suis à la place, en mode là, j'en ai marre que tout le monde se sente obligé de tout le temps, bah comme tu dis, en famille et tout, il y a beaucoup ça. Et moi, ça, des fois, je suis en mode, en fait, je suis trop contente de vous voir une semaine. Mais je vise personne ou quoi, parce que si jamais ma famille ou autre écoute le podcast, mais je me dis, tu vois, il y en a qui, enfin, selon avec qui je suis, il y a des personnes qui vont être très bavardes et qui vont, Ouais, bien je sûr. pense qu'ils ont besoin de profiter de ce moment trop, tu vois, genre Mmh. en mode, Mmh. et moi je suis en mode, mais moi je profite aussi en étant calme avec vous, en fait, Ouais, c'est ouais, ouais, le ouais, je vois silence tout à fait. ensemble, c'est sympa, le moment calme ensemble et tout, même si je suis, par exemple, je suis contradictoire parce que quand je passe le week-end dans ma famille ou autre, bah aller au cinéma, je trouve pas ça utile parce que je me dis bah Mmh. tu vois, on est ensemble, on va pas prendre 3 heures pour aller voir un film, on pourra le faire quand on sera pas ensemble. Donc tu vois, je suis voilà, ce que je te dis, je suis un peu contradictoire sur ces trucs-là. Ouais, mais de toute façon, l'humain est contradictoire dans plein de trucs. Tout à fait. Tout le temps. Mais On est tout Guy, le temps plein toujours de... dit, hein, on est Ouais. tous comme ça. Non mais c'est clair, c'est clair. Et c'est chouette que tu arrives à le faire avec ta famille parce que tu vois, je trouve les amis c'est une chose d'arriver à le verbaliser. Je trouve qu'avec la famille c'est encore différent parce que C'est pas facile. Je pense qu'on ose moins le dire, hein, t'as ouais, raison. je pense on ose moins le dire, ça peut être On veut moins pas bien faire de la perçu. peine. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, Pas la même peut-être que génération. les générations, tu vois, de nos parents et tout, c'était moins entendu d'être. Enfin, nous, je trouve qu'avec notre génération, moi, j'ai 31 ans, donc on a quelques années d'écart, mais on fait à peu près partie de la même génération. Je trouve que notre génération, on apprécie, enfin, on assume plus ce côté-là de, on apprécie être seul et c'est cool. Tu vois, bon, pour te donner un exemple, j'ai fait ma dernière année d'études au Canada et il me restait 3 semaines à la fin avant de rentrer en France et je dis à ma mère, je vais partir 3 semaines toute seule et tout. Et première réaction de ma mère, c'est ah mais mince, t'as trouvé personne pour t'accompagner? Et je lui dis mais non maman, c'est que Alors j'ai vraiment c'est le envie but. d'y aller toute seule. C'est pas une question que j'ai trouvé personne pour m'accompagner. C'est vraiment que je veux faire ce voyage toute seule, clôturer toute seule et tout. Et elle comprenait pas. Il y avait une incompréhension de c'est pas normal d'aller faire 3 semaines toute seule, enfin un voyage et tout. Vraiment, ça lui semblait totalement Alors pas que ça a normal l'air quoi, trop tu vois. bien de faire des trucs comme ça. Moi, je pense que j'aimerais trop. C'est compliqué les premiers jours où tu pars, tu te demandes un peu pourquoi tu fais ça parce que tu sais ça te demande un effort considérable de enfin en fait tout dépend que de toi donc il y a un truc où c'est cool aussi parce que t'es pas tributaire des autres selon les activités notamment en voyage, tu vois, on n'est pas toujours tous câblés pareil mais il y a un truc bizarre les premières fois où tu manges seul au resto, enfin tu vois, il y a tout un faut un peu se faire Ouais, violence je au début mais par comprends. contre je regrette pas du tout de l'avoir fait pour le coup Ouais, non, mais je c'était comprends. Mais moi, j'adore manger toute seule et tout. Donc, oui, mais du moi coup, maintenant j'aime trop. Moi aussi je suis à mon compte et du coup c'est mon petit plaisir, tu vois, de partir mon ordi sous le bras, d'aller manger dans un coffee shop à Lyon et de, tu vois, de travailler en mais mangeant et tout. Et trop. j'aime trop. Je kiffe de J'adore. ouf. J'adore travailler toute seule dans des cafés, regarder les gens et tout. J'aime trop. Ah ouais, non, mais c'est très agréable. Mais tu vois, quand t'es dans un café, déjà, ça change tout. Tu t'es plus Oui, vraiment seule comme chez toi. ouais, Donc, je suis déjà, d'accord. ça t'amène de l'humain dans ton... Ouais, vraiment. Et au moins, c'est Et pas des collègues, donc ils te saoulent pas, tu vois. bah oui c'est vrai. Au moins ils t'interrompent pas, ils te parlent pas. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que t'as déjà travaillé en entreprise toi du coup Ouais, j'ai travaillé 3 ans en entreprise. Alors, j'ai fait des boulots d'été et tout, mais bon, voilà, Ouais. j'étais caissière, donc c'est pas un boulot d'entreprise, du coup. Ok. Même si j'étais salariée. Mais après, j'ai fait 3 saisons en caissière, et drive et tout ça, mise en rayon. Et ensuite, j'ai travaillé dans 2 maisons d'édition différentes. Donc, j'ai fait Albin Michel Jeunesse en première maison d'édition, et ensuite Flammarion Jeunesse. Et Flammarion Jeunesse pendant 2 ans, et Albin Michel pendant 1 an. C'était de l'apprentissage, donc c'était de l'alternance. Mais D'accord. bon, bah, tu fais des vrais horaires de travail. Ouais, clairement. Donc, Et comment tu le vivais, les interactions avec les autres, justement, les horaires de travail, quelque chose de plus cadré, comment ça s'est passé? moi, j'aime pas. Alors, ma première entreprise, ça s'est pas bien passé. Avant, je le disais pas. Maintenant, je suis un peu en mode bof. Déjà, les personnes avec qui je travaillais sont plus dans la boîte. Si un jour elles m'entendaient le dire, elles seraient pas surprises, je pense. Et en vrai, avec enfin, en ayant parlé à plein de monde et tout, il y avait quand même un peu des petits trucs de harcèlement moral, tu vois, mais c'est très, très subtil. Donc, Ouais, tu c'est peux pas vraiment insidieux. Ouais, je vois tout à c'est fait. méga insidieux. Tu peux Mm. pas vraiment aller dire à ta chef, je me sens pas bien parce que, enfin, tu peux le dire, mais il y aura pas de vraies preuves et voire même ce sera pire parce que tu sais, c'est Ouais, des je vois. personnes qui sont un peu pas gentilles. Tu vois, pour le coup, la Ouais. gentillesse, non. Genre vraiment. Et ça, ça a été des vrais, comment dire, des vrais obstacles dans ma vie. Enfin, des vrais, pas révélations, mais bref, un peu ça. En mode, tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens qui sont pas bienveillants. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Parce que
tu vois, moi, même quand j'aime pas quelqu'un ou autre, jamais de ma vie, ça me viendra l'idée d'être malveillant avec la personne. Surtout si juste je l'apprécie pas pour certaines raisons. Enfin bon, si j'ai face à moi quelqu'un de méga débile et raciste, oui, là, je vais avoir du mal à être gentille, c'est normal. Bien sûr. Parce que pour moi, cette personne n'est absolument pas bienveillante. Et encore que je la connais pas, je connais pas son histoire et autres. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut... ça justifie rien, mais il y a toujours un contexte à avoir. Mais du coup, quand t'es au travail et que tu commences à connaître les gens et tout, bah je trouve que quand les gens sont pas gentils, c'est bizarre. Enfin, tu te dis mais pourquoi, enfin, et ça, ouais, je l'ai vachement mal vécu. Donc ouais, ma première année d'apprentissage, je l'ai super mal vécu. Au bout de 2-3 mois, ça a été la descente aux enfers, un peu en mode j'étais pas bien du tout là-bas et tout, punaise. jusqu'au bout. Mais par contre, mes 2 années suivantes, j'ai adoré. Donc au final, ça dépend vraiment de l'équipe et donc de la gentillesse des gens qui t'entourent. Mais toujours est-il que j'ai quand même toujours eu du mal avec déjà la hiérarchie et tout, j'aime pas. Je trouve qu'il y a un côté où tu dois un peu faire du lèche-cul, machin et tout. En fait, c'est pareil quand t'es à ton compte puisque t'as des clients et tout, mais c'est pour toi-même que tu fais ça. Ouais, alors, puis la relation est différente. Ouais, ça a rien à voir, je suis d'accord. Enfin, en fait, nous, dans notre contexte, en étant seul, on est vraiment dans du commercial. Ouais. Quand t'es dans une entreprise, t'es dans de la pure hiérarchie où voilà, c'est ta chef. Dans les faits, bah, t'as envie d'être augmenté, t'as envie d'être, voilà, donc, voilà, il y a tout ça. Donc, j'étais pas fan et j'étais pas fan du concept des horaires, mais ça, c'est la première alternance qui m'a un peu trauma parce qu'en gros, t'avais des horaires à respecter. Je suis totalement d'accord avec ça, mais il y avait beaucoup le présentéisme qui était là, en mode être là pour être là, parce que quand toi tu finis à 20h, t'es bien vu, alors que juste t'as pris 40 pauses café dans la journée, donc t'es en mode, moi j'ai peut-être pas pris 40 pauses café, mais j'ai tout autant travaillé que la personne, donc ça m'énervait. Je pas du tout ça. Surtout que des fois, tu vois, je venais plus tôt, on me demandait de venir plus tôt, mais quand je partais plus tôt, on me disait, bah non, mais Audrey, ça va pas être possible, tu dois être calée sur nos horaires. Je suis en mode, moi je me réveille plus tôt que vous, pourquoi j'arrive une heure avant vous, pourquoi je devrais partir à la même heure que vous, c'est ridicule. Quand tu partais à 17h40, les gens te disaient, t'as pris ton après-midi. Je mais vous êtes zinzin, quoi. Enfin, bref, ça m'avait rendue folle. Et heureusement, dans ma deuxième boîte, au contraire, ils voulaient vraiment qu'on respecte les horaires en mode, tu rentres chez toi. Là, ça y est, c'est l'heure, tu rentres chez toi et tout. Et ça m'avait trop fait du bien. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et quand tu demandes de décaler, ils te disent qu'il y a pas de souci. Enfin, vraiment, c'est, franchement, vraiment plus humain, chouette. Quoi, plus à l'écoute du salarié et de qui il est aussi dans la vie, quoi. Vraiment. Et je trouve ça tellement, vraiment très important. Et ça me plaisait plus. Mais c'était pas assez. J'aimais bien rencontrer d'autres gens, mais j'ai jamais réussi à me dire mes collègues deviendront mes amis. Et en fait, j'ai pas eu ce move. Et j'avais pas envie même, d'ailleurs. J'étais en mode, le travail, c'est le travail. Genre, quand tu faisais vraiment la séparation des deux. C'est vrai que du coup, j'étais pas la personne qui allait boire des verres avec ses collègues et tout. Du coup, pour l'intégration, c'est pas top. Mais en même temps, moi, j'étais en mode, mais moi, j'ai déjà tous mes copains à voir tous les soirs de la semaine. Donc, si je bois un verre avec mes collègues, j'ai vraiment plus de soirs chez moi. Et quand je suis pas chez moi, je vois pas mon chéri. Donc, du coup, c'est toute une organisation, en fait. C'est clair. Et du coup, je me suis pas trop intégrée sur ça. Je me suis fait des amis, mais j'avais pas envie de rejoindre le groupe entreprise un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'était purement... Je sais pas, c'est ma manière d'être au final, puisque c'est que tu voulais faire la séparation des deux et que toi ça te convenait comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. J'avais pas envie d'amis en plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ton cercle était déjà fait, donc t'avais pas besoin d'autres personnes. Mais je trouve que c'est compliqué du coup d'arriver à cultiver quelque chose même en entreprise quand t'es en dehors du moule. Moi, c'est un peu le truc aussi. Tu vois, dans mon premier salariat, tous mes collègues ils mangeaient tous les midis ensemble au resto et donc les premiers mois tu le fais parce que tu sais c'est ton premier CDI, tu sais pas trop. Voilà. Et moi, j'aime pas manger au resto tous les midis. Déjà, on mangeait mal, c'était cher et moi j'adore me faire à manger, donc au bout d'un moment je leur ai dit que je venais plus et je me faisais, tu vois, une boîte et je restais manger le midi avec ceux qui mangeaient sur place, mais tout mon service allait au resto et du coup je sentais que tu sais, ça faisait une petite séparation de Léa elle vient plus avec nous, donc et donc mais oui, c'est ça, exactement. Et alors que pas du tout. Enfin, et pareil, tu vois, en entreprise, moi, j'ai jamais bu de café, j'aime pas le café. Et du coup, on m'a toujours un peu reproché ce truc-là de, Léa, viens prendre une pause café avec nous. Et du coup, il me donnait un café dans la main. Je disais, non, j'aime pas. Oh, mais t'es relou. Je dis, non, mais j'aime pas le café. Enfin, tu sais, genre, juste laisse-moi. Laissez-moi tranquille. Ouais, voilà, j'ai le droit de pas boire de café, de faire une pause quand même. Et du coup, après, j'étais limite plus invitée au pause café parce que je buvais pas de café. Donc, tu sais, ça te met dans des cases nulles. Oui, non, mais complètement. Mais non, mais je suis d'accord. Le monde de l'entreprise, c'est compliqué, en fait. Ouais. Franchement, ça en a l'air, je pense. Mais en même temps, ça va, tu vois. Si tu tombes avec des gens bien, ça va. Mais exactement. Voilà, il y a plein de codes, de trucs. Tu vois, genre, dans ton cas, je pense qu'il aurait fallu qu'une fois par semaine, tu manges au resto. Comme ça, au moins, tu manges avec tes collègues. Mais ensuite, le reste de la semaine, non. Mais tu sais, c'est tout un équilibre à trouver. Ouais, c'est clair. Et puis,
Et puis des fois, t'as pas envie de faire forcément des efforts. Enfin, tu vois, moi, j'étais un peu comme toi où j'avais ma vie bien remplie à côté. Mon travail à l'époque, il me passionnait pas. Enfin, tu vois, le secteur dans lequel j'évoluais, c'était pas non plus ce que je voulais faire in fine. Et donc, du coup, bah, je m'investissais dans mon travail. Je faisais bien mon travail, mais ça s'arrêtait un peu là, quoi. Tu vois, j'avais pas envie de faire de l'excès de zèle pour. Enfin, clairement, je me voyais pas faire carrière là-dedans. Donc, je faisais ce qu'il fallait faire, mais c'est tout, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu mal vu et les gens, ils ont l'impression que du coup, tu t'investis pas dans le bien-être de l'équipe, dans machin, et donc au bout d'un moment, flemme, quoi. Je comprends tout à fait. Et puis toutes ces micro-réflexions de t'as pris ton après-midi, le présentéisme, tout ça, enfin moi, clairement, ça me convenait pas du tout pour être dans des métiers un peu créatifs et tout. Moi, tu vois, depuis que je suis à mon compte, quand je dois créer, moi, j'écris des posts pour des clients, je suis social media manager et tout, et du coup, je les écris quand j'ai envie, quand j'ai l'inspiration, mes clients, ils me font confiance, alors que dans le salariat, j'avais des plages horaires définies, il y avait des journées où j'y allais, et tu sais, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure avec l'histoire de la sieste, il y avait des journées où j'y allais et j'étais pas du tout productif, je faisais 8 heures de boulot où j'avais rien créé de quali et le lendemain j'allais y retourner parce que c'était nul ce que j'avais fait, alors que maintenant que je suis à mon compte, c'est le petit luxe de dire oh bah ce matin, je me sens pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie, je me sens pas bien et tout. Je fais une pause dans ma journée et le lendemain, je crée, et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et on perd beaucoup moins de temps. Complètement. Et Donc, pour le coup, tu rends quand même des comptes, mais à ta manière, quoi. exactement, c'est différent. Donc, on casse pas du dos sur le sucre des salariés, hein, pas du tout. Il y a des entreprises très bien pour travailler justement avec des entreprises Ah oui, en tant puis que... j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'ils pourraient jamais faire mon travail, tu vois. Ouais, pareil. En mode, oh là là, jamais de la vie. Genre, ils ont besoin d'un cadre et tout. Et je comprends, Ouais. mais moi, j'aime pas le cadre. Bah pareil. Je suis exactement comme Mais toi. c'est propre à nous, quoi. Exactement. Et tu vois, moi, j'étais un peu contre cette mouvance, notamment sur LinkedIn, du côté entrepreneurial, un peu tout le monde devrait être entrepreneur, tout le monde devrait être freelance, mais pas du tout. Enfin, clairement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et c'est ok. Enfin, il y aura des salariés toute notre vie, il y aura des gens qui créeront des entreprises toute notre vie aussi, et c'est cool. En fait, faut juste savoir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, et de trouver un sens un peu à tout ça, parce que mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Donc, au moins que on s'y sente bien et que ça nous donne un peu du sens à tout ça, quoi. Qui est un minimum. Un minimum de sens, mais c'est pas facile. Est-ce que toi, des fois, tu te demandes justement, moi, c'est mes grandes questions quand justement je vais pas trop bien, je me pose beaucoup trop de questions et je me dis, c'est quoi le sens de ce que je fais? Genre, c'est l'utilité, est-ce que c'est des questions que tu te poses? Ah oui. Ah bah oui. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, mais, enfin, tu vois, il y a des métiers utiles et des métiers inutiles. Par exemple, tous les métiers du marketing, les études que j'ai fait et tout. Pour moi, ça, c'est inutile. Non, mais clairement, En fait, je suis d'accord. ça sert juste le capitalisme. Donc, du coup, Ouais. ça ne sert pas ça ne sert pas la gentillesse et la bienveillance des gens. Ça sert juste l'argent. Ouais. Mais en même temps, il y a des domaines qui sont passionnants. En même temps, moi, dans mon cas, on est dans la lecture. Donc, c'est quand même quelque chose qui a une vraie valeur, Ouais, à clairement. écouter à mes yeux, comme plein d'autres domaines, hein. Mais c'est vrai que, ça m'aidait, mais pareil, les réseaux sociaux, des fois je me dis oh là là, mais tu vois, je gagne beaucoup d'argent alors que moi je fais des trucs sur les réseaux, il y a des gens, ils sont pompiers, ils sont infirmiers, ils sont médecins, et genre eux ils ont des métiers tellement utiles, mais en même temps je serais incapable de faire ça, tu vois. Enfin, je voudrais être médecin ou être psy, jamais de la vie. Donc au final, il faut plein de gens comme ça, mais je les admire énormément. Ou les profs, mais qu'est-ce que j'admire les profs. Enfin, je veux dire, quand je vais dans les écoles et tout, j'ai jamais autant admiré les profs que depuis que je suis un peu dans ce milieu-là, mais de l'autre côté, et que je me rends compte à quel point les gens qui disent ils ont trop de vacances, ils foutent rien, ne se rendent pas compte de la réalité. Ouais, et c'est clair. franchement, je les mets au défi d'avoir 2 mois de vacances. Ok, super, top, profite. Mais ensuite de se taper 10 mois de cours. Vraiment. Ouais, c'est clair. Clair. Parce que moi, j'admire énormément les profs. C'est pas facile. C'est un métier où t'es tout le temps actif. Là, pour le coup, t'es pas derrière ton ordi à faire ce que tu veux quand tu veux. Non. Enfin, même si pas tout le monde fait ce qu'il veut derrière son ordi, mais bref. Et vraiment, ouais, je suis hyper admirative. Et donc, ouais, du coup, ouais, l'utilité du métier, c'est compliqué. Mais moi, je me pose des fois la question, mais après, comme je fais beaucoup de choses dans les collèges et tout, ça m'aide à me dire que c'est utile ce que je fais parce que j'ai des preuves que c'est utile. Mais par contre, j'ai beaucoup ce syndrome de je gagne trop d'argent par rapport à d'autres personnes. Tu vois, je vais dans des écoles et je suis payée, limite mon salaire, c'est genre en 2 jours, je vais gagner le salaire d'une personne en 1 mois parce que je fais des activités et que c'est payé différemment. Tu vois, le freelance, c'est payé différemment. Du coup, ça me fait vachement culpabiliser. Des fois, je me dis, mais bon, ils ont une sécurité financière que je n'aurai jamais quand même, parce qu'au final, moi, certes, je suis payée beaucoup là, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai plus d'argent. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, il y a tout un contexte, il faut aussi voir ça comme ça, quoi. Je le sais.
Ils ont des mois de vacances que je n'ai jamais. C'est ça, exactement. C'est pas les mêmes avantages. Enfin, je trouve que on idolâtre beaucoup le freelancing, on idéalise beaucoup le fait d'être à son compte. Enfin, tu vois, tout le monde me dit, oh là là, t'as de la chance, c'est de la liberté et tout. Mais je crois que on se rend pas compte qu'une fois qu'on est dedans, moi, tu vois, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et tout. Et en fait, c'est vachement de travail. Et comme on disait au début, t'es freelance, mais t'es tout à la fois. T'es commercial, comptable, t'es RH. Enfin, tu gères tout. Tu gères l'humain. Donc, c'est vrai que c'est sûr que c'est un luxe de pouvoir gérer son activité comme on l'entend. Mais il faut pas oublier que voilà, comme on n'a pas de congés payés, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas de ticket resto. On n'est jamais en arrêt maladie. On n'est jamais en arrêt maladie, exactement. Oui, il y a plein de choses qui sont complètement différentes, quoi. Quand on part en vacances, clair. Bah, on se démerde, quoi. Enfin, on n'est pas payé. Voilà. Et moi, j'arrive pas à le voir comme ça, tu vois. Parce que je suis en mode, comme mon salaire, il a jamais été régulier, bah, je sais très bien que je serais... Puis de toute façon, moi, comme on va forcément me payer en retard par-ci par-là, donc du coup, ça lisse sur l'année quand même. Oui, t'inquiète, moi c'est pareil, je calcule ça à l'année et après on verra, voilà. On verra ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, comment t'arrives à cultiver ta gentillesse dans le milieu pro? Parce que le monde du business, on a cette image-là qu'il faut être un requin pour réussir. Enfin, tu vois, quelle image toi t'as de tout ça? Eh ben, en fait, j'ai plein d'anecdotes sur ça. Parce que moi, ça fait du coup 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc ça fait des années que je suis en contact avec les maisons d'édition et autres. Et moi, la gentillesse, ça a toujours été naturel, comme chez plein de gens d'ailleurs. Tous mes amis sont naturellement gentils et tout. Tu vois. Du coup, bah c'est quelque chose que voilà que je prône beaucoup, que je mets en avant et que du coup dans mes mails, dans mes relations avec les gens, ça se ressent. Tu vois, et j'ai des vachement bonnes relations avec mes contacts en maison d'édition. Et en fait, des années après, tu te rends compte de à quel point ça t'a servi d'être gentil. Je suis d'accord. Mais sans que tu sois, c'est pas le donnant-donnant comme je disais tout à l'heure. C'est pas gentil pour que les gens soient. Voilà, c'est pas calculé. Parce que si je voulais, je pourrais le calculer, mais j'en ai pas envie. C'est pas calculé, c'est vraiment spontané. Et ça, c'est mon côté très psychologique où je sais que dans ma vie, je pourrais être méchante si je voulais. Tu vois, c'est bizarre dit comme ça, mais en gros, si j'avais envie d'être, de pas être gentille ou d'être gentille par manipulation, je sais que j'en serais capable, tu vois, parce que je pense beaucoup à tout ça et tout et que je sais que c'est faisable, mais c'est quelque chose, je me sentirais trop mal de le faire déjà. Et donc, du coup, la gentillesse est importante. Et tu vois, il y a plein de trucs improbables. Genre, par exemple, là, on enregistre le podcast et moi, je suis dans une maison. Donc, c'est une maison qu'on a achetée avec mon chéri. Et en gros, on l'a achetée à des héritiers qui ont hérité de la maison de leurs parents, bref. Et en fait, une des vendeuses, enfin, un des 3 enfants, sa fille travaille en maison d'édition et du coup, elle avait entendu parler de moi et du coup, elle lui a dit que du bien de moi, la personne qui en avait parlé à la fille de la vendeuse. Et du coup, tu sais, c'est revenu en mode donc c'est des gens bien, donc du coup on va leur faire confiance, tu vois. C'est trop bien. Et tu te dis c'est fou parce que cette fille-là, déjà moi je ne la connais pas, je ne sais même pas qui lui a parlé de moi, mais tu vois le truc de l'effet papillon qui est géant en fait. Et en fait tout n'est que ça dans notre travail. Et je pense que c'est pour ça que ce métier il était fait pour moi parce que bah le côté commercial en fait je l'ai naturellement. Parce que la gentillesse, ça aide beaucoup au commercial et qu'en fait, c'est la base aussi. Enfin, je veux dire, être gentil avec les personnes avec qui tu travailles, être pro, être bienveillant, être compréhensif, s'adapter aussi, mais attendre des autres qu'on s'adapte aussi. Bon, là, il y a du donnant-donnant, mais c'est normal, hein, je trouve. À un moment, on va pas non plus se faire marcher sur les pieds, comme on disait. Mais pour moi, ouais, pour moi, dans le travail, c'est hyper important, la gentillesse. Et du coup, bah, ça réussit surtout, ça réussit aux personnes gentilles, en fait. Même s'il faut pas se faire marcher dessus. Mais ça, moi, je suis très gentille, mais par contre, faut pas m'arnaquer, tu vois. Mais ça, je pense que c'est ce que je te disais. Je ne suis pas profondément gentille, donc j'arrive à voir la méchanceté chez les autres, donc j'arrive à m'en défendre. Là où je trouve que les gens profondément gentils ont parfois du mal à voir que les gens en face ne sont pas profondément gentils, et du coup, c'est là qu'ils peuvent se faire marcher sur les pieds. Donc, je pense que mon petit côté mesquin m'aide à pas me faire marcher dessus. Et du coup, dans le commercial, c'est hyper important. Parce que du coup, bah, quand tu négocies et tout, moi, quand on essaie de m'arnaquer, je suis en mode, non, mais ça va pas la tête. Enfin, donc, tu vois, voilà. Alors que mes potes qui sont trop gentils, bah, elles se font avoir, quoi. Mais du coup, avec une de mes meilleures amies, on a créé une agence de littéraire d'influence. Et du coup, bah, on a pas mal d'amis à moi qui ont rejoint l'agence, on les représente, quoi. Et du coup, bah, ça aide à les défendre, tu vois, dans des trucs comme ça où elles auraient dit oui en mode, tiens, je te négocie 500 € de moins, et elles auraient dit ok, alors que moi je suis en mode bah non, en fait on va pas dire ok, on va dire no way, genre pas possible. C'est trop bien, mais c'est trop bien. Et puis en plus je trouve que c'est plus facile, enfin je sais pas si toi aussi t'es comme ça, mais je trouve que c'est plus facile de défendre les intérêts des autres que défendre ses intérêts à soi. Tout à fait. Je trouve qu'il y a un côté plus
Enfin, je sais pas, c'est encore plus naturel. Ouais, voilà, exactement. Ouais, pour donner un exemple un peu con, la dernière fois, j'étais au supermarché avec ma sœur qui est enceinte, et du coup, on passe à une caisse femme enceinte, personne à mobilité réduite, et devant nous, il y a un monsieur qui a, je sais pas, la cinquantaine d'années, hein, qui n'est pas en situation de handicap, qui n'est pas enceinte. Enfin voilà, donc il n'avait pas vraiment besoin d'être là, quoi. Et donc on lui demande, on avait 3 articles, on lui demande si on peut passer devant lui. Et du coup, ma sœur, je lui dis, bah on va demander et tout. Et ma sœur a dit, oh, non, t'inquiète pas. On va rester derrière et tout. Ma sœur en plus avait les jambes gonflées. Enfin bref, je passe les détails, mais il fallait en plus qu'elle s'assoie. Et donc je dis bah attends, moi je vais aller lui demander. Puis donc je prends ma petite voix toute mignonne. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut passer devant vous? Ma sœur est enceinte. On a juste 3 articles et tout. Donc bien sûr je me surjustifie alors que j'avais juste besoin de dire ma sœur est enceinte. Et le monsieur très 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 désagréable me dit oh ben non, là vous voyez bien, j'ai déjà commencé à mettre mes articles et tout, vous restez derrière. Et donc je commence à dire bah non, là vous voyez bien, c'est une caisse personne prioritaire et tout. Oh bah il commence à bougonner dans son coin et il me dit bah vous avez qu'à vous faire la queue et votre sœur va s'asseoir plus loin. Bah non gars, en fait la caisse elle fonctionne pas comme ça. Et donc j'ai rien osé dire, et en fait c'est la caissière au bout d'un moment qui a dit bah monsieur, c'est une caisse prioritaire donc laissez passer les dames et tout. Et en plus ça a pris vraiment 2 secondes, mais le mec a continué à bougonner dans notre dos et tout. Et moi je suis sortie du magasin, tu sais, j'avais limite les larmes aux yeux parce que c'est le genre de truc qui me ça m'énerve. Et puis en plus j'ose rien dire dans ces situations parce que je sais pas, je me sens trop vite désarçonnée par ce genre de réaction disproportionnée. En plus je comprends pas à quel point le mec pouvait être en colère comme ça alors que vraiment il y avait pas de raison. Du coup j'ai pas su quoi répondre et ça m'a saoulée. Tu vois, c'est la frustration oui, la frustration des gens gentils finalement. Ouais, ben un peu. Ouais, mais du coup toi, est-ce que dans ce genre de situation, t'arrives à répondre, Mais oui, moi je réponds. C'est ce que je t'ai dit. Moi j'ai mon côté mesquin, vicieux. Ouais, mais justement, qu'est-ce que tu aurais répondu à ce mec, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu lui aurais dit à cette personne? Bah, j'aurais fait comme toi, j'aurais appris ma voix gentille et tout. Mais quand il aurait répondu de manière désagréable, j'aurais fait comme toi, j'aurais dit c'est la caisse prioritaire, nan. Et s'il avait continué, j'aurais pris ma sœur, je serais passée devant et j'aurais dit bah en fait non, genre c'est moi qui passe et basta quoi. Ouais, mais c'est parce que moi en fait parce que moi dans ces cas-là, la situation, ça s'appelle de l'injustice et je déteste l'injustice. Je suis tellement d'accord. Je déteste ça. Genre vraiment pour moi, les situations injustes, ça ne me plaît pas. Donc du coup, le monsieur, il m'aurait cassé les bonbons, donc je lui aurais cassé les bonbons aussi en fait. Pour moi, si tu me saoules, je vais te saouler plus en fait. Donc tu vois, c'est là où je trouve que je suis pas profondément gentille. Tu vois ce que je veux dire? Ben, moi, mais ça veut pas dire que je suis méchante. Non, ça veut pas dire que t'es méchante. Et puis, je trouve pas que ça enlève le fait que tu sois profondément gentille. Si tu es juste une gentille qui arrive à dire ce qu'elle veut quand elle le veut. Enfin, tu vois, moi, c'est aussi vers ça qu'on Oui, mais ça amène à des situations... Oui, mais ça n'enlève en rien ta gentillesse. En fait, tu vois, c'est aussi tout le postulat de base de ce podcast. Moi, j'essaye de soigner ce truc-là, de dire c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est ok de se faire marcher sur les pieds et que on laisse la place un peu à tout. Enfin, tu vois, moi, je passais mon temps à m'excuser pour tout, à limite m'excuser de respirer. Enfin, tu vois, il y a encore quelques années. Donc maintenant, voilà. Moi, on m'a appris à m'excuser. Ouais, mais voilà, chacune son niveau de. Exactement, mais c'est ça qui est voilà. L'excuse, il faut qu'elle soit justifiée au bon moment. Et maintenant, tu vois, moi, dans mes mails, je pouvais passer ma vie à m'excuser pour tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je relis mes mails et j'enlève tous les pardon, désolé et tout. Et je me dis, ouais, exactement. Je bien vouloir m'excuser. Exactement. Donc juste arrêtons d'excuser, de respirer. Donc je pense pas que ça t'enlève ta gentillesse. Tu es juste une gentille qui arrive à poser ses limites. Et je crois que c'est là où on a tous envie d'arriver, quoi, tu vois. Et du coup, comment tu pourrais l'expliquer? Je pense que j'ai un très bon équilibre sur ça. Mais comment je pourrais l'expliquer? Moi, je pense que bah déjà tu vois, je sais pas, c'est hyper complexe ça. Parce qu'en fait moi ça m'énerve que mes amis ne soient pas aussi se laissent marcher dessus. Ouais, bien sûr. Moi non, tu vois. Mais en même temps, je sais que bah eux ils ont peur de déranger, ils ont pas envie de nan et tout. Et en même temps, moi tu vois l'équilibre il est léger parce que quelqu'un qui s'exprime trop et bah ça va me saouler. Mais quelqu'un qui s'exprime comme moi quand c'est nécessaire et juste, bah pour moi c'est la base, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense que l'injustice elle passe au-dessus pour moi, donc du coup mais par contre ça va pas m'empêcher comme toi d'avoir les larmes aux yeux ou autre, tu vois. Un jour j'étais à un concert, il y a des meufs géantes qui sont venues devant nous, genre se planter devant nous avec mes potes et je leur ai dit bah désolé, enfin vous pouvez pas vous mettre derrière, enfin en plus vous êtes géantes, puis on était là avant et tout. Et la meuf elle a commencé à me dire
Oui, c'est bon. Enfin, tu sais, elle a commencé à s'énerver et tout. Elle me dit, mais sinon, vas-y, passe devant. Je suis, ok, je vais passer devant. J'ai pris ma sœur et ma pote et on est passé devant. Et là, du coup, elle a commencé la meuf, c'était une grosse connasse, vraiment, je le dis. Et du coup, elle était vraiment en mode, non, mais t'es contente, là, ça y est, t'es contente, t'as eu ce que tu voulais, non, mais tu me fais de la peine et tout, nan, nan. Une folle, genre elle enchaînait, tu sais, en mode tu sais, moi j'ai pas de problème dans ma vie, mais toi tu commences à t'énerver nan, nan et tout. Là je me suis retournée, je fais en fait ta gueule. Et là tu vois, genre j'ai commencé et là elle me fait mais tu vas faire quoi et tout, tu vas appeler les vigiles. Je fais bah oui, en fait je vais finir par appeler les vigiles si tu continues et tout. Donc là il y a des meufs qui nous ont prises et qui nous ont fait passer devant elles pour qu'on soit éloignés des autres. Ouais. Mais en même temps, tu sais, elles étaient gentilles, mais tu sentais qu'elles étaient saoulées parce que en fait, okay. moi je me sentais trop mal. Aussi. Ouais, bien oui, sûr. moi je me sentais hyper mal parce que j'avais l'impression d'avoir été la relou dans l'histoire, alors que je me suis pas laissée faire, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est hyper chiant. J'ai pleuré pendant une demi-heure pendant le concert. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais t'inquiète, c'était un concert tu sais, c'était la fête de la musique à l'Olympia à Paris. Ouais, ok. Et en gros, France Inter offre, c'est gratuit. Et du coup, t'as plein de chanteurs. Et du coup, c'était pendant Benjamin Biolay. J'aime pas trop. Donc le fait de pleurer. C'est pas grave. Il a dû se dire, putain, elle pleure parce que je suis trop géniale, je suis trop émouvante. Elle est touchée de mes textes. Pas du tout. Mais du coup, je pleurais d'énervement. J'étais en mode, j'ai envie de les frapper. Tu vois, genre vraiment. Alors que pourtant, la violence, c'est pas bien. Mais là, j'étais en mode, j'aurais été capable de les frapper. Je l'ai juste pas fait parce qu'il y avait ma sœur et ma meilleure pote et que déjà, je me suis jamais battue. Et qu'en plus, ça servait à rien. Ça aurait rien changé. Cette fille était bête et elle serait restée dans bête. tous les cas, t'aurais pas réussi à changer son état d'esprit et tout, mais c'est tellement rageant ce genre de situation. Et moi, c'était pareil à un concert d'une chanteuse que j'aime beaucoup, Clara Luciani, il y a plusieurs années. On était dans la fosse avec une de mes amies et ces filles-là en avaient rien à foutre du concert, mais vraiment rien à foutre. Et donc elles parlaient comme s'il y avait pas de concert. Et donc pendant 1, 2, 3 chansons, tu vois, je me dis je vais leur dire quelque chose, c'est pas possible et tout. Et pareil, c'est pas du tout le genre de truc que je dis d'habitude. Et donc à un moment donné, je leur tape sur l'épaule et je leur dis excusez-moi, est-ce que ça vous dérange juste de chuchoter parce qu'en fait on entend que vous même pendant les chansons et tout. Et les nanas en plus c'était des dames plus âgées, tu vois, limite la cinquantaine quoi, et je sais même pas pourquoi elles étaient là, elles en avaient rien à foutre du concert et elles m'ont un peu mal regardé en mode ça va, on est là pour faire la fête et tout, je sais pas quoi, et après autour de moi j'ai trop aimé parce que tout le monde m'a regardé avec un petit merci. Oui, voilà. Mais oui, en plus tu es cette personne là quand tu oses. Oui, c'est vrai, mais des fois tu vois ça fait du bien. Et donc en fait de cette de cette sentie soutenue par la foule autour, je me suis dit putain c'était légitime, j'ai bien fait de le dire. Ça m'a prouvé que parfois c'était cool aussi de, tu vois, d'oser dire attention là, vous dérangez en fait tout le monde qui est autour de vous. Complètement. C'est ça. Enfin vraiment, ça. En général, il y a un truc de foule en fait. Donc ouais, non, je trouve que c'est très important. Mais c'est pas facile à faire parce que comme un peu comme tes amis, tu as toujours la peur de déranger, puis la peur que ça prenne des proportions. Enfin, tu vois, là comme avec cette fille-là, ça a finalement pris des proportions énormes, alors que ça n'aurait pas dû. Tu vois, elles auraient juste dû se pousser et c'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est toujours cette peur-là que ça déborde un peu. C'est vrai. Et justement, comment tu gères toi ta gestion de colère, d'émotion, de débordement quand tu sens que c'est un peu trop? Enfin, tu vois, tu disais là que t'avais pleuré pendant une demi-heure. Comment tu gères après pour redescendre, pour relativiser Ça dépend des fois, ça dépend de mon état psychologique du moment aussi, je pense. Mais du coup, ouais, faut réussir à penser à autre chose. Mais ouais, dans ces moments-là, je pense que l'injustice, elle est très forte, donc c'est hyper dur pour moi. Après, c'est rare ce genre de situation aussi forte. Mais au bout d'un moment, ça finit par passer. Mais c'est le temps que ça redescende, quoi, en fait, que les nerfs retombent. Mais ça, il y a pas vraiment d'astuce à part faire de la cohérence cardiaque et respirer calmement, tu vois. Genre, il y a pas de magie, quoi. Puis là, t'es en plein concert et tout. Déjà, la cohérence cardiaque, c'est un bon conseil pour réussir à redescendre et tout. Enfin, c'est pas facile déjà de le mettre en place dans toutes les situations, notamment dans un concert. Je pense que la cohérence cardiaque. Ouais, mais une fois que tu en fais souvent, je trouve que c'est hyper simple en fait, ça devient un réflexe une fois que tu sais la faire. Enfin, une fois que tu sais faire de la cohérence cardiaque, dans toute situation où t'es stressé, t'es en mode, ok, je vais inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Pas forcément 5 minutes comme t'es censé faire, mais tu vois, juste le temps que ça redescende. Et dans ce genre de situation, ça marche forcément bien. Et du coup, juste une fois que tu l'as dans la tête, je trouve que ça revient assez facilement. C'est trop chouette. Comment tu t'es mis à t'intéresser à ce genre de petites c'est ma psy qui m'avait donné trop bien. la cohérence cardiaque. Et je crois que c'était une youtubeuse, c'était Style Tonic qui avait parlé de Respire Relax, l'appli de cohérence cardiaque. Ouais, ok. Et du coup, elle me dit, trop bien cette appli. Et comme ma psy m'avait conseillé d'en faire et tout, du coup,
c'était pratique. Comme c'est une psy en thérapie comportementale et cognitive. Ah oui, moi aussi, il y a des exercices, il y a des, et c'est trop bien. Alors, c'est trop bien que le reste, je trouve. Trop chouette. Pour moi, en tout cas. Ouais, donc, en tout cas, c'est ce qui te convient. Ça a très bien marché. Ouais. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs. Apparemment, il y a les trucs t'as des exercices sur la contraction des muscles et tout. J'ai jamais fait ça. Apparemment, ça marche bien aussi, mais je sais pas ce que j'ai jamais testé. J'ai jamais testé aussi, mais de toute façon, il y a plein de techniques et la relaxation. Il y a des choses qui marchent pour certains et d'autres choses qui marchent pas pour d'autres. Donc, faut tester ce qui nous convient. Toi, qu'est-ce qui t'a décidé, enfin, sans rentrer dans les détails, hein, mais que tu avais besoin d'être suivi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que j'en parle souvent ici, d'aller en thérapie. Moi, je suis suivie par une psy depuis plusieurs années. J'y vais pas de manière continuelle, mais j'y vais quand j'en ressens le besoin et tout ça. Et du coup, moi, le déclencheur, ça a été que je me posais des questions, il y avait des choses que je savais pas résoudre et j'avais envie aussi par curiosité, tu vois, de voir ce que ça faisait de se faire suivre par une psy. Toi, qu'est-ce que ça t'a aidé? Enfin, comment tu le vis cette thérapie? Moi, la première fois que j'ai vu une psy, c'était il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Et en gros, c'était, comme toi, il y avait des questions que je me posais et sur mon comportement, je sentais qu'il y avait des trucs où, tu sais, genre, j'étais trop extrême sur certaines réactions et tout. Et je me disais, faut que j'en parle à quelqu'un d'extérieur et tout, parce que l'entourage c'est bien, mais bon, voilà. Et du coup, bon, je suis allée voir une psy que j'ai trouvée comme ça sur Doctolib, que souvent je juge au faciès, hein. Enfin, genre, c'est horrible, mais c'est en mode, si la personne m'inspire physiquement. Ouais, je suis d'accord, oui. Un visage jovial, ou voilà, la qualité de la photo est importante, parce que des fois, il y en a, ils sont pas moches, hein, mais juste, ils se mettent pas à leur avantage, du coup, t'as pas envie d'y aller. Ça te donne pas confiance. Du coup, mais au final, tu vois, les 2 premières psys que j'ai eues, genre, j'ai pas aimé les expériences. Enfin, du coup, j'ai vu cette psy, ce qui était beaucoup plus porté sur la psychanalyse et tout, en fait, qui était pas du tout un truc qui me convenait, mais je le savais pas à l'époque, je savais même pas ce que bien ça sûr, faut tester. TCC, la thérapie comportementale et cognitive. Donc, j'ai vu cette première psy, et au final, je pense qu'en plein milieu de ma psychothérapie, j'ai fait une sorte d'état dépressif, mais je m'en suis pas rendu compte parce que j'en suis sortie toute seule. Ensuite, j'ai voulu arrêter parce que j'en avais marre. Un peu après, 1 ou 2 années plus tard, ou 3 ans plus tard, j'ai recommencé parce que j'avais des événements familiaux et tout qui font que fallait que je revoie une psy. Et pareil, en pleine psychothérapie, j'ai refait un état dépressif, mais cette fois-ci un vrai, entre gros guillemets, dans le sens où j'ai pas réussi à m'en relever toute seule. Et en fait, les psys comme ça, elles sont pas forcément trop pour les médocs, les trucs comme ça. Du coup, en fait, je pense que à cause d'elles, malgré tout, même si c'est pas que à cause d'elles, mais à cause d'elle, j'ai quand même plongé beaucoup plus bas que ce que j'aurais pu. Donc du coup, j'ai pu trouver une psy en urgence en TCC qui m'a du coup suivie, qui m'a direct dit oula, là il faut prendre des médicaments parce qu'on va rien pouvoir faire sans. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu guérir de ma première vraie dépression, on va dire. Et ensuite du coup j'ai cette nouvelle psy, je la garde et du coup je vais la revoir. Bon je l'ai revue aux 2 rechutes d'état dépressif, mais genre j'ai un suivi qui est comme tu disais par période. Donc quand je suis en état dépressif, je la vois toutes les semaines. Quand ça va mieux, on écarte et du coup enfin pour moi c'est hyper important d'être suivi. Après tu vois, j'en ressens pas un besoin immense quand je vais bien. Genre tu vois, les 2 premières psychothérapies, comme elles étaient plus basées sur la psychanalyse, j'étais un peu en mode, j'ai l'impression de creuser, mais que ça sert à rien. Parce que moi, il n'y a pas de point, il n'y a pas de finalité au truc. Alors que là, les psychos en TCC et tout, souvent, t'as un début, une fin, t'as des objectifs. Une fois que tu les atteins, ton psy te dit, bon, voilà, c'est bon. Et du coup, je trouve que c'est quand même plus motivant. En tout cas, moi, c'est ce qui me convient bien. Surtout, c'est beaucoup plus porté sur le réel, sur le présent, c'est scientifique. Parce que la psychanalyse, c'est pas scientifique, on a beau dire, mais non. Du coup, moi, genre, ça a pu me détruire sur des moments. Et en fait, si j'avais poursuivi ça aurait pu gâcher des trucs de ma vie. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que eux, ils estiment que la dépression ou autre, c'est qu'on touche à quelque chose, tu vois. Non, en fait, là. Donc voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Et donc, mais donc, je trouve que c'est important d'être suivi, mais j'ai pas besoin tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que je vais mieux, je suis en mode bon, juste là, maintenant, on fait en mode 1 fois par mois ou quoi, ou tous les 2 mois, pour avoir un suivi, et pour quand j'arrêterai les antidépresseurs, là, faudra resserrer un peu. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est plus en mode tu vois, quand j'ai pas besoin, je suis en mode, là, j'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un et de lui parler, j'ai rien à lui dire, tu vois. Enfin, j'adore ma psy, mais j'ai rien à lui raconter, j'ai un peu la flemme, tu vois. Genre, ouais, je comprends. Limite, j'y vais limite, faudrait prendre un café et se raconter nos vies, tu vois. Ouais, exactement. Et dire, allez, à toi maintenant de discuter un peu et de me raconter ta vie.
n'est pas pro, ils ne le feront pas. Mais... Non, ils ne le feront pas malheureusement. Ça serait rigolo de faire une séance inversée. Je trouverais ça vraiment marrant. Moi, c'était ma psy, c'était même mon hypnothérapeute parce que j'ai aussi testé l'hypnothérapie et qui m'avait demandé, c'était une thérapie courte de 4-5 séances, je crois. Okay. Et à la 4e séance, je lui demande du coup de reprogrammer une autre séance et tout. Elle me dit est-ce que vous en avez besoin? Et j'ai dit en vrai non, j'ai l'impression qu'on a un peu de tout, mais enfin voilà, et elle me dit si vous me dites ça, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une autre. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien qu'elle me laisse la porte ouverte c'est pas parce qu'on a booké 5 séances à la base qu'il faut aller jusqu'au bout et tout. Et du coup de discuter avec ton thérapeute et quand je lui ai dit je sais pas si j'en ai encore besoin, elle me dit du coup c'est bon, c'est que vous avez fait le chemin que vous deviez faire avec moi et vous me rappelez si j'ai besoin et tout. Et je trouvais ça vachement chouette de pas être tu vois, un numéro de client sur un dossier où faut rempiler un certain nombre de séances et tout. J'ai trouvé ça vachement chouette de dire non, si le patient dit que c'est bon, du coup elle force pas. Et je trouve ça trop chouette parce qu'on est parfois un peu perdu et puis un peu dans la bienséance de dire non, vu qu'on a booké un certain nombre de séances, on va y aller. Et on y va plus limite par politesse, alors qu'au bout d'un moment on en a plus besoin. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc c'est chouette. Et puis une autre psy m'avait dit aussi c'est cool de venir quand vous allez bien parce que ça acte aussi le fait que vous allez bien et que vous êtes passé d'un état vous alliez pas bien à un mieux. Donc des fois ça acte aussi le fait d'aller mieux. Mais je comprends ce côté-là de flemme quand on va bien d'aller chez le psy. Donc je vois tout à fait. Et c'est quoi aujourd'hui tes signaux d'alerte, toi justement? Quand tu sens que ton état dépressif revient, est-ce que maintenant tu t'es noté des marqueurs où tu te dis là je sens que ça repart en fait, mal. Je le sais très bien, mais j'arrive pas à lutter pour l'instant. Je vois. Toutes les clés. Donc après, j'accepte aussi, je pense. C'est hyper important d'accepter aussi et de faire comprendre aux gens que la dépression c'est pas de la faute de la personne, que des fois elle aura beau faire tout ce qu'elle peut, la chimie de son cerveau si elle marche pas, elle marche plus. En fait, ça se trouve c'est génétique. Qu'est-ce qu'on en sait? Comme je sais que ça peut être génétique. Qu'est-ce qu'on sait si c'est nous ou si c'est juste le cerveau qui... Donc du coup, souvent ça va être des moments où j'ai trop de travail, je fais trop de choses en même temps, mais bon, comme je suis incapable de pas faire trop de choses, c'est compliqué. Et du coup, je vais le sentir parce que je ressens... Moi, ma dépression se caractérise par le fait de plus rien ressentir. Donc très vite, je panique parce que je ressens rien et que je suis hyper angoissée de plus rien ressentir pour personne. Ouais, je comprends. Donc ça va se caractériser comme ça. Mais du coup, pour l'instant, j'ai jamais réussi à lutter sans médicaments. Donc mais après c'est pas grave, juste faut que j'arrive à trouver le moment où j'arriverai si j'arrive un jour à arrêter, bien sûr. Ouais, clairement. Et puis les médicaments. À chaque fois que j'ai rechuté, je les avais arrêtés, donc voilà, c'est. Ouais, donc il y a quand même un facteur commun assez rechute entre guillemets, mais je trouve que il y a pas de honte à prendre des médicaments comme il y a pas de honte, tu vois, d'être suivi. Je trouve qu'on a beaucoup diabolisé ça. Là, ça va de mieux en mieux. On prend beaucoup plus soin de notre santé mentale et on assume beaucoup plus de dire que soit on prend un traitement, soit on va voir un psy, soit les deux et tout. Mais je trouve que c'est pas facile. Les gens ils sont encore très choqués par ça. Ouais, carrément. Genre quand tu dis que tu prends des antidépresseurs, je sens qu'il y a des gens qui sont en mode genre et moi c'est horrible, je pense que après c'est pas bien aussi parce que peut-être que je sais plus comment dire, mais en gros tu sais moi je suis en mode mais non mais tout va bien, c'est pas grave, tu dédramatises un peu. Oui, et peut-être qu'il faut pas dédramatiser parce qu'il faut pas oublier que la dépression c'est grave et que quand tu le dis, moi quand je suis dans cet état-là et que j'en parle librement, c'est que je vais bien. Il faut pas oublier que les moments où je vais mal, c'est la catastrophe, tu vois. Bien le sûr. cerveau c'est un champ c'est un champ de bataille, tu vois. Donc mais c'est vrai que je suis très en mode non mais c'est pas grave, tu vois, tout va bien, hein. Moi là, je les prends et ça va mieux, donc tranquille. Puis bon, il y a tellement de gens qui en prennent et quand on sait pas, et quand on parle, tout le monde est en mode oui non mais moi aussi je suis sous ça. Mais comment ça tout le monde Mais c'est vrai c'est pas top qu'on soit tous sous antidépresseurs, mais ça aide de se sentir moins seul. Ouais, clairement. Et puis moi je trouve que le côté dédramatisé c'est vachement chouette aussi parce que tu vois s'il y a des auditrices auditeurs qui nous écoutent, mine de rien de se sentir moins seul aussi dans cette traversée un peu du désert, parce que parfois la dépression ça peut être un peu pointé du doigt comme tu dis. Il y en a qui voient pas vraiment ça comme une maladie, de dire c'est bon, sors-toi de ton canapé, habille-toi, et puis non en fait gars c'est pas si simple, sinon personne serait dépressif en fait. Donc tu vois, je trouve que c'est diaboliser un truc qui devrait pas l'être. Donc tu dédramatises, mais d'un côté ça fait du bien aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui relate que ça va mieux, qu'on s'en sort, que même si tu continues, tu vois, je trouve ça aussi que c'est un joli signe d'espoir pour ceux et celles qui aujourd'hui vont pas très bien. Et mais moi c'est le signe d'espoir pour les gens qui vont pas bien aussi, de leur dire les médicaments ça fait peur, mais alors moi ça m'a sauvé la vie. Donc tu vois, je suis en mode franchement moi pour rien au monde je cracherais sur ça, alors que c'est ce qui me fait tenir quand ça va pas, tu vois. C'est donc clair, je me dis franchement
c'est même magique ce truc, hein. Moi ça me perturbe, hein, ces trucs-là. Hein. Est-ce que c'est vraiment genre c'est très enfantin comme question ce que je vais te demander, mais genre est-ce que si tu prends un cachet, genre dès le lendemain ça va mieux, genre est-ce qu'il y a un côté un peu instantané ou pas? Non, pas du tout. Alors quand il y a les anxiolytiques, il y a des gens ça leur fait ça. Bon, moi les anxiolytiques ça a jamais trop marché sur moi, mais les antidépresseurs quand tu les reprends, t'as 2 semaines avant de ressentir du bonheur. D'accord, ok. À peu près. Ouais. Mais par contre, vraiment, le moment où tu ressens des choses positives, c'est waouh. Après, quand t'as jamais vécu le fait de rien ressentir de positif, c'est hyper dur à concevoir. Je pense, moi, avant de faire des dépressions, je comprenais pas, tu vois. Et maintenant que je comprends, bon bah, j'aurais préféré jamais comprendre. Mais je trouve que quand tu comprends, ça t'aide à comprendre beaucoup de gens du coup. Et donc tu te dis, enfin, c'est dur d'imaginer, mais vraiment, le cerveau est un vide intersidéral d'émotions, donc très compliqué. Donc autant te dire que dès que tu commences à ressentir des émotions à nouveau, bah tu le sais en fait. T'es en mode genre les vannes du bonheur c'est fou. Oui, genre vraiment, c'est un truc de fou. Mais c'est d'un coup, mais petit à petit, mais d'un coup quand même. Enfin d'un coup tu ressens des choses et t'es en mode waouh. Ou d'un coup tu ressens des choses positives parce qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a des gens qui ressentent quand même du positif mais qui se sentent très tristes et là d'un coup ils se sentent moins tristes donc donc ça dépend vraiment des gens. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de dépression type, quoi. Tu vois, chacun le vit différemment. Mais par contre, les antidépresseurs n'agissent jamais au bout d'un jour. Donc, c'est au bout de 10 jours à peu près que ça commence. Ouais, t'as vraiment une période que le corps les prenne en compte et tout ça. Faut attendre un petit peu. Voire ça peut être pire les 10 premiers jours. Donc, faut être prêt à ça, quoi. Ouais, j'avais une copine qui avait un trouble anxieux généralisé et du coup, pareil, qui était sous anxiolytique, antidépresseur et tout. Et elle les a arrêtés, ça allait beaucoup mieux. Et là, elle a eu une phase vraiment moins bien où elle a dû en reprendre et elle me disait, putain, ça me saoule parce que je sais que je vais avoir 10-15 jours où vraiment ça ira encore plus mal parce que déjà le fait de se remettre dans un traitement médicamenteux, tu vois, elle avait pas envie de se remettre dedans et voilà, il y avait un truc où... Tu sais que ton état va pas s'améliorer avant ces 15 jours aussi, c'est ça. Dur. Enfin, c'est dur. Elle me disait que c'est super long. C'est long. Ouais, exactement, c'est exactement ce qu'elle me disait quand et du coup pas je trouve bien, que en fait, ta vie elle est entre parenthèses quand t'es en dépression. Il faut s'arrêter. Ta vie est en pause. Mais c'est dur de te dire, tu sais, c'est débile, mais tu te dis, je perds 15 jours de ma vie là, genre 15 jours inutiles parce que je peux rien faire. C'est vachement dur, je pense. Enfin, oh oui, je le sais, mais genre, non, mais c'est sûr. Je comprends que ce soit dur. Et c'est dur à concevoir quand on l'a pas vécu. Par contre, pour le coup, j'en suis vraiment consciente. Donc, j'en veux pas aux gens. Mais quand même, je suis en mode réfléchissez un peu, tu vois. Enfin, des fois, tu vis pas des choses, mais ça t'empêche pas de te mettre à la place. Et puis c'est une question d'empathie aussi, tu vois. Je pense que c'est pas parce qu'on les a pas traversées ces périodes-là qu'il faut pas, qu'il faut manquer d'empathie et tout, mais je trouve que c'est beaucoup de maladresse. Moi, tu vois, pour avoir une maman dépressive et je sais très bien ce que c'est. Malheureusement, la dépression, même si je l'ai pas vécu moi-même, il y a un côté où il y a beaucoup d'incompréhension. Oui, moi je trouve que c'est pire. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pire. Je trouve que c'est pire pour mon chéri que pour moi, tu vois, par exemple. Ah ouais, pour l'entourage, je comprends. Je pense que c'est vraiment extrêmement dur pour l'entourage parce que quand tu comprends pas, c'est compliqué, tu vois. Bon, bien sûr, là, je dis ça parce que je vais bien, mais moi, j'admire beaucoup les entourages, tu vois. Je me dis franchement, l'entourage, il souffre autant, voire plus, tu vois. Donc. Puis il y a un peu une notion d'incompréhension. En plus, moi, tu vois, j'avais cette grande. Ce grand destin chevaleresque où je me disais un jour je vais sauver ma mère, tu vois, je fais faire en sorte que ça aille mieux et tu vois j'ai grandi toute mon adolescence, toute ma vie d'enfant comme ça et en fait alors que une fois adulte une fois adulte je me dis mais en fait c'était très utopiste, jamais je pourrais sauver ma maman, elle est comme elle est et puis tu vois en plus ma mère elle a laissé la dépression gagner depuis trop d'années et elle s'est jamais vraiment soignée et tout, donc maintenant c'est limite trop tard et elle vit comme ça et ça lui va aussi. Enfin tu vois, moi quand je parle de ma mère je dis souvent, moi je l'adore, c'est une personne que je trouve très forte, mais elle s'est un peu laissée dans cette tristesse et dans cette dépression et limite c'est plus confortable parce que là si demain on lui dit Marie il faut que t'ailles bien, ma mère elle saurait pas comment faire, enfin tu vois ça lui demanderait trop d'efforts, donc moi j'ai toujours connu ma maman comme ça et voilà c'est juste quand t'es enfant, tu comprends pas trop une maman qui va pas bien, tu vois, c'est c'est quand même un truc complexe. Mais pour l'entourage, voilà, pour ton chéri aussi, ça doit pas être évident. Mais je pense que le fait que tu verbalises et que t'en parles, mine de rien, ça, enfin, je sais pas, ça doit être quand même, oui. Tu vois. Oui. Non mais tu mets des mots sur. D'oser dire les choses, d'oser en parler à ses amis et tout. Tu vois, moi, tous mes amis le savaient. Enfin, genre, c'est important. Mais oui, mais c'est important. Il faut pas s'isoler non plus dans ces cas-là. Et justement, t'arrives, je vois le temps défiler, donc j'ai une dernière question parce que j'ai la petite voix dans ma tête du montage voilà. Donc j'ai une dernière petite question qui me vient. Est-ce que tu arrives à te demander de l'aide quand tu sens justement que
Oui, Soit ça toujours. va, enfin, oui, t'arrives à verbaliser tout ce que tu ressens. Ouais, en fait, surtout depuis les dépressions, maintenant, genre, quand j'ai besoin, j'envoie des messages à mes amis, je leur dis est-ce que je Ah, peux c'est venir chez bien. toi tel jour, je vais pas bien, mais par contre, je te préviens, je serais vraiment d'une piètre compagnie, mais j'ai besoin de voir du monde, de pleurer Ouais. avec quelqu'un, ou quoi, donc du coup, bah, ouais, franchement, c'était ma force, je pense, durant toutes Ouais, mes dépressions. carrément. Hein. Je sais que ça m'a aidé, mais parce que moi, je suis genre c'est horrible comme état, jamais j'aurais voulu me conforter dedans, donc du coup Bien c'était important sûr. pour moi d'en sortir dès que Ouais. possible, tu vois. Donc je donnais tout, enfin, je faisais tout pour, et ça marche bien en vrai, hein, de tout faire pour. Mais des fois on n'a pas la force, hein, mais là j'ai appris et j'ai compris que fallait enfin voilà, au moins une fois que tu l'as vécu une première fois, t'es quand même beaucoup plus paré pour les fois suivantes, hein, pour le coup. Tu te connais quoi, et tu sais que ça va passer un jour, parce que la première fois que ça t'arrive, tu penses que tu vas juste mourir en fait en étant dans cette Ouais, situation. j'imagine. Ouais, puis t'as l'impression que tu vas rester dans cette torpeur toute ta vie. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'est un peu une C'est fatalité invivable, hein. où, bah ouais, non mais j'imagine tellement ça C'est doit genre être. moi je disais à ma psy, je disais vraiment je comprends qu'il y ait des personnes qui songent à avoir des pensées noires ou autres, Ouais, parce bien qu'en fait sûr. tu ne peux pas Mm. vivre comme ça, c'est impossible. Et Alors je sais qu'il y a des degrés de dépression ou quoi, mais moi c'était toujours des niveaux très sévères d'un coup, c'est invivable, enfin je veux dire c'est horrible. Puis je suis quelqu'un et de trop optimiste et ouais, en plus, ouais. accepter ce genre de situation, tu vois. Mm. Non mais c'est pas Ouais, possible là. ouais, c'est Donc clair. oui, et c'est trop important de demander de l'aide, mais ouais, et en plus bah tu vois, on en revient à la gentillesse de bah j'ai vraiment des amis hyper gentils et je le sais parce que dans ces situations-là bah ils sont toujours là et c'est tellement important. Ouais, c'est clair. Tu sais que tu peux compter sur eux et justement Ouais, et le qu'ils fait pourront compter sur moi d'assumer. si besoin un jour. Ouais, exactement. C'est donnant comme on disait, et puis c'est le truc d'assumer d'avoir besoin d'aide aussi, parce que ça c'est un penchant aussi de l'humain, peut-être parfois trop gentil, de tellement pas oser déranger, donc de même pas oser dire qu'on va pas bien, qu'on a Oui, besoin d'aide, c'est et terrible donc ça, ouais. ouais, c'est vrai que c'est pas facile, et en plus parfois ça, moi j'avais un peu ce truc là de si je demandais de l'aide ou si je verbalisais ce que j'avais besoin, j'avais l'impression que c'était une faiblesse, tu vois, il y avait un truc où Oui, bah en plus ça acte au final. Des fois tu ouais, dis tant que je le dis pas, c'est pas vraiment ouais, réel, mais bon tu le dis exactement. quand même. C'est complexe, c'est complexe. C'est vrai que c'est très très complexe. Et puis il y a un truc aussi qui est un peu mal fait. Enfin, je sais pas si tu le vis aussi comme ça. On a envie que les autres anticipent un peu nos besoins. Tu vois, il y a un, moi j'ai un truc un peu Oui, comme ça. mais ça j'ai vachement changé sur ça, je pense. D'être en couple, j'ai compris qu'en fait, t'es en mode non, la communication c'est la clé en fait. Si tu attends que l'autre devine, ça ne C'est marche pas pas parce qu'en possible. Ouais, fait, je suis tu d'accord. peux pas toi-même, tu devines pas toucher les autres, donc du Mm, coup, mais oui, je comprends ce que tu mm. veux dire. Ouais, Ça c'est fait clair. partie du. Mais personne, en fait, t'as ton pote qui est à l'autre bout de la ville et qui dit que tu ne vois pas, et il va pas deviner que tu vas pas bien. Donc du coup, Non, c'est si tu clair. lui envoies un message pour prendre de ses nouvelles, parce qu'implicitement t'as envie qu'il prenne de tes nouvelles, pour ensuite que tu lui dises que ça va, alors qu'en fait ça va pas, mais que t'aimerais bien que dans les messages suivants ils comprennent que tu vas pas. Non, ça marche pas en fait. Mais du C'est coup, clair. tu vois, genre c'est que des chemins de pensée que j'ai déjà eu, hein, donc je sais Ouais, comment ça ouais. marche, Mm, mais ça marchera pas. Donc du coup, mm. mais il faut avoir faut réussir à sortir de ça et à se dire, je peux dire que ça va pas, et au final les gens t'aident mieux hein, quand tu leur dis Mais cache. c'est clair. Et puis on est moins déçu aussi parce que comme on dit, comme on hypothétise comment la personne va Oui, réagir, on attend qu'elle lise entre les exactement. lignes et tout, on Au moins génère là, de les la gens qui frustration. sont, oui, Et les au autres le moins là, savent les même gens pas. qui sont mauvais, bah tu t'en rends vite compte parce que ceux qui t'aident Exactement. pas alors que tu leur as dit, bah là au moins Ouais. tu sais que Ouais, ça fait une bonne sélection naturelle en tout cas dans un cercle de ouf. quand on ose dire ouais non mais c'est hyper important, mais c'est bien, on voit que t'as vraiment processé tout ça et que tu as réfléchi, et je trouve ça vachement intéressant Oui, tout j'adore ton chemin de réfléchir. pensée. J'adore penser. Tu sais, moi, Ça ça me se voit. fascine l'être humain et tout. Je suis en Ouais. droit, genre le Ouais. cerveau, c'est quelque Moi, je trouve chose. Hein. ça fou aussi. Je trouve ça fou le côté. Ouais. Je sais pas si toi tu le fais aussi, mais les scénarios qu'on se fait dans nos têtes, moi ça me bute à quel point on peut aller loin dans les scénarios catastrophes. Enfin, Une tu vois, dinguerie. comment on fait pour que C'est ça fou. s'arrête? On peut pas. Pour l'instant, je Ah n'ai pas oui, trouvé oui. de solution. Et les rêves et les cauchemars qu'on fait la Ouais, nuit, c'est une folie, ça aussi. c'est clair, c'est C'est clair, fou, le c'est clair. cerveau. C'est fou. Ouais, moi je fais beaucoup plus de cauchemars quand je suis stressée. Je me rends compte que j'ai Oui, c'est normal. Hein. et je pense que voilà, c'est normal. Je dors pas moins bien. Enfin, tu vois, j'ai pas ce truc où j'ai du mal à m'endormir et tout. J'ai un sommeil, je Mais touche ta du bois nuit qui est. est... Mais voilà, mais ma nuit est beaucoup plus agitée et j'ai mon cerveau qui voilà qui cogite tout seul pendant que je dors, et c'est pas bon. En général, c'est des périodes où Tu je sais que m'étonnes. voilà, c'est des moments de stress. Bah écoute Audrey, c'était hyper intéressant cette discussion où on a bien trituré le cerveau. Je trouve ça hyper chouette. Merci pour ton Je accueil, vais en tout te cas. ouais, c'était trop cool. Je vais te poser la dernière question du podcast. Est-ce qu'il y aurait un gentil ou une gentille que t'aimerais entendre ici? Tu peux bien sûr m'en dire plusieurs parce que je sais que c'est parfois difficile d'en dire qu'un. Ouais, mais j'en ai une qui me vient en tête. J'ai ma copine qui s'appelle Léna Dorable, qui est aussi, Oui. du coup, qui est créatrice de contenu
sur les réseaux, mais plus dans le mode lifestyle. Avant, elle parlait beaucoup d'études et maintenant, elle parle de la vie un peu plus d'adulte. Trop bien. Mais voilà, très lifestyle, skincare et tout. Et elle est extrêmement gentille. Et en plus, c'est une de celles qui m'a beaucoup accueillie chez elle quand j'étais pas bien, parce que quand t'es pas bien, mais que tes potes de travail, ils peuvent pas t'accueillir chez eux la journée. Et comme on a le même métier toutes les deux, bah, je pouvais aller chez elle. Ça me motivait à quand même continuer un peu à travailler ou autre. Et du coup, ouais, vraiment quelqu'un de très gentil. Et qui, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette discussion avec toi. Je crois qu'on me l'a déjà cité ici, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Mélo Coco qui avait poussé son nom ici. Donc voilà, mais en tout cas, on m'a déjà cité son nom. J'ai suivi son compte après une discussion avec une invitée. Donc Léna Adorable, elle est sur ma liste et je vais l'inviter de ta part avec grand plaisir. Hâte, j'écouterai ça trop bien. Avec joie. Trop chouette. Ben merci beaucoup Audrey, c'était trop bien. On a bien tergiversé comme j'aime. C'était trop chouette. Merci à toi et bon courage pour le montage. Merci, j'adore monter, c'est pas vrai, je fais tout au dernier moment, les auditeurs auditrices le savent, en général quand un épisode sort le mardi, je le monte le lundi, la veille, alors que je l'enregistre beaucoup plus en avance, voilà. Je peux comprendre. Mais c'est pas grave, les épisodes sortent quand même souvent en temps et en heure, donc j'arrive à m'y tenir. Bah écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère que la discussion vous aura plu autant qu'elle nous a plu, que vous nous avez suivis dans nos tergiversions de cerveau, c'était hyper chouette comme épisode. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne Trop Cool le café, la version solo de Trop Bonne Trop Cool. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça soutient ce podcast fait maison. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram @trobonnetrocoool. Je mettrai aussi les infos de Audrey en description pour aller suivre son super compte Instagram et sur son YouTube, enfin tout ça. Tu me donneras tous les liens Audrey où on peut te suivre et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je te dis à très bientôt Audrey. Merci pour tout.